Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je suis le professeur bien sûr et nous allons faire un cours, plutôt on parlera d'une explication sur le règlement du statut du transfert de joueurs et on va parler des arriérés de paiement. À ne pas confondre le chapitre qui concerne la stabilité contractuelle entre un joueur de football professionnel et un club de football professionnel. Euh, les, en ce qui concerne, si vous souhaitez, les arrêts de paiement, on parle ici de l'article 12 bis du RSTJ, le règlement du statut de transfert de joueurs. En gros, les clubs sont tenus de respecter bien sûr leurs engagements financiers vis-à-vis des joueurs et des autres clubs également. D'accord. Ces obligations financières sont basées dans le contrat qui lie le club et le joueur ou le club avec d'autres organisations. Tout club, il est très important de savoir, ayant retardé un paiement de plus de 30 jours, délai très important, sans base contractuelle, est passible en fait d'une sanction. D'accord. Pour qu'il soit considéré qu'un club ait des arriérés de paiement, eh bien, le créancier, c'est-à-dire la personne à qui on doit de l'argent, contrairement au débiteur, c'est la personne qui doit de l'argent, doit avoir notifié par écrit le défaut de paiement au club débiteur et accordé au moins un délai de 10 jours au club pour régulariser la situation. Quand je dis 10 jours, c'est pour le club débiteur. Et ça, c'est un élément important parce que les délais dans le droit de la FIFA sont très importants. Il faut au moins 10 jours que vous accordez au débiteur pour régler la situation. D'accord. Et évidemment, l'organe qui est, on va dire, en charge de cette surveillance, finalement, c'est le nouveau tribunal du football. Et le tribunal du football peut imposer différents types de sanctions. C'est le cas notamment de la mise en garde, du blâme, de l'amende, et également l'interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs à l'échelle nationale ou internationale pendant une ou deux périodes d'enregistrement complètes et consécutives. En gros, vous n'avez pas le droit de transférer ou d'acheter des joueurs. On sait que des clubs comme Chelsea ont eu ce problème-là, non pas à cause d'arrivée de paiement, mais parce qu'ils avaient effectivement, on va dire, outrepassé les règles en termes de recrutement de joueurs mineurs. Alors, il faut savoir que la violation répétée de cette condition peut être considérée comme étant aggravante et entraînera des sanctions supplémentaires qui sont réputées plus sévères. D'accord. Ce sont les arriérés de paiement. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Maintenant, passons à la stabilité contractuelle entre joueurs et clubs de football professionnels. Déjà, un contrat entre un joueur professionnel et un club peut prendre fin uniquement au terme du contrat. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, il y a différents types de ruptures. La première rupture, c'est la rupture du contrat pour juste cause. Qu'est-ce que c'est que la juste cause? En présence d'un cas de rupture pour juste cause, un contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties. Il s'agit ici d'un contrat synalagmatique qui crée des obligations à l'égard des deux parties et entraîner en conséquence ni indemnité de paiement ni sanction sportive. Pourquoi? Parce que c'est la juste cause. Tout comportement abusif d'une partie visant à forcer l'autre partie à résilier ou à modifier finalement les termes du contrat, eh bien, sera considéré comme étant une juste cause. Vous ne pouvez pas forcer un joueur à casser son contrat. Je me rappelle de l'interview de Adil Rami lorsqu'il était en Russie, on lui a forcé à casser son contrat. Bien sûr, il n'a pas accepté. Maintenant, il y a, et c'est bien différent de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'article 14 bis,
du RSTJ, règlement du statut de transfert de joueurs, la rupture d'un contrat pour juste cause en raison de salaires impayés. Là, c'est différent. Si un club venait à se retrouver dans l'illégalité en ne payant pas au moins 2 salaires mensuels aux joueurs aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de résilier son contrat pour juste cause, sous réserve bien sûr d'avoir mis en demeure par écrit au débiteur. Le débiteur, c'est celui qui doit de l'argent, et de lui avoir accordé au moins 15 jours pour honorer la totalité en fait de ses obligations financières. Contrairement aux salaires impayés, la rupture d'un contrat pour juste cause en raison de salaires impayés, c'est 15 jours. Là où dans les salaires impayés, on ne parlera pas de salaires impayés, mais on dirait plutôt arrêt de paiement. Parce qu'il faut distinguer arrêt de paiement, ce qui a été indiqué précédemment, et salaires impayés. Arrêt de paiement, le délai pour que le débiteur puisse payer, c'est 10 jours. Dans les salaires impayés, on parle ici de 15 jours et on parle ici de la rupture d'un contrat pour juste cause en raison de salaires impayés. La juste cause, c'est le grand titre. Dans la juste cause, il y a effectivement le petit titre qui est en raison des salaires impayés. Et le délai ici qu'on laisse au débiteur est de 15 jours. C'est très important de le donner. Pour les salaires aussi qui ne sont pas versés sur une base mensuelle, comme le cas en Angleterre, c'est weekly, chaque semaine, la valeur correspondant à 2 mois de salaire calculé sera au prorata. D'accord ? C'est quand même un élément qu'il faut entendre. Il faut savoir que c'est uniquement après ce délai de 15 jours que vous avez la possibilité en fait de saisir une action. Le retard dans le paiement d'un montant qui est équivalent à 2 mois de rémunération sera aussi considéré comme pour rupture pour juste cause. D'accord ? C'est très important. Maintenant, il y a la rupture pour juste cause sportive. Un joueur professionnel accompli ayant pris part à au moins 10% des matchs, un joueur qui est un joueur accompli, donc équipe première, etc., qui a pris part dans la saison à moins de 10% des matchs officiels joués par son club, au cours bien sûr d'une saison, je prends l'exemple de la saison 2024-2025, peut résilier son contrat prématurément sur la base d'une juste cause sportive. Ici, c'est le fait que vous n'ayez pas assez joué dans la saison et le curseur, c'est moins de 10% des matchs officiels joués par votre équipe. Dans ce cas de figure, aucune sanction sportive ne sera imposée aux joueurs, mais une indemnité pourra être due. Un joueur professionnel ne peut résilier son contrat sur la base d'une juste cause sportive que dans les 15 jours suivant le dernier match officiel de la saison du club auprès duquel il est enregistré. Maintenant, il y a un principe très important. Il y a une interdiction de résiliation de contrat pendant la période de compétition. Un contrat ne peut être résilié unilatéralement, c'est-à-dire à votre propre chef, pendant une période de compétition. Qu'en est-il de la conséquence d'une rupture, cependant, sans juste cause? On vient de voir la rupture pour juste cause. Qu'est-ce qui se passe de la rupture sans juste cause? Dans tous les cas, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnité à l'autre partie. Lorsqu'on signe un contrat qui engage une ou deux personnes, minimum 2 personnes dans le cas ici, c'est le contrat synalagmatique, c'est-à-dire le contrat qui crée des droits et des obligations à l'égard des 2 parties. Et donc, si l'une des parties décide de manière unilatérale, c'est-à-dire moi, sans un accord avec l'autre partie, eh bien, vous devez payer des indemnités. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de
regardez attentivement le chapitre sur la stabilité contractuelle entre joueurs professionnels et clubs de football professionnels dans le règlement du statut et du transfert de joueurs. Merci beaucoup et à la prochaine.